à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro du Club de la presse Outre-mer, votre nouveau rendez-vous mensuel proposé par Outre-mer 360. En cette rentrée de septembre 2024, nous sommes aujourd'hui accueillis à la délégation de la Polynésie française que nous remercions chaleureusement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Guibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, spécialisée sur les questions ultramarines, journaliste au service politique. À côté de toi, on va se tutoyer puisque nous sommes ici entre journalistes. Absolument. Pour commenter l'actualité. À côté de toi, nous avons donc Aline Druel. Bonjour. Bonjour. Tu es journaliste, reporter et chef du bureau de Paris pour le groupe RCI Antilles. Et enfin, juste à côté, Wallis Glaise. Bonjour. Bonjour. Tu es journaliste et réalisateur, correspondant pour TNTV en Polynésie française, Calédonia en Nouvelle-Calédonie et Antenne Réunion dans l'océan Indien. Voici donc pour mes premiers invités. Merci à vous tous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. On rappelle que ce rendez-vous, donc, c'est pour qu'on puisse échanger ensemble autour de l'actualité des Outre-mer. Ce club de la presse, c'est un club qui va grandir, qui va évoluer. Et au programme de ce premier numéro, nous avons une revue de presse approfondie et un invité que nous découvrirons tout à l'heure. Nous sommes en pleine période de Jeux olympiques et de Jeux paralympiques. Et c'est donc Maggie Nestoré-Ontanon, conseillère haute performance à l'Agence nationale du sport et ancienne sportive de haut niveau, qui sera à nos côtés tout à l'heure. Voici pour les quelques mots d'introduction. Nous avons bien évidemment d'autres sujets à découvrir. Bienvenue en tout cas à toutes et à tous. Merci. Sans plus attendre, nous passons à la revue de presse. Nathalie, Wallis, vous avez souhaité revenir sur le bilan du Forum des îles du Pacifique. La 53e édition s'est tenue du 26 au 30 août dernier aux îles Tonga. Aline, toi, tu as choisi la rentrée sociale plutôt mouvementée, notamment du côté de la Martinique, avec cette mobilisation contre la vie chère qui a commencé le 1er septembre dernier. Alors, qui commence avec cette revue de presse ? Je vais laisser mes... Wallis. Très bien, parfait. Alors oui, un forum du Pacifique qui s'est déroulé au Tonga. Au total, 18 États et territoires associés y ont participé. Forcément, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces territoires espéraient qu'une seule chose, en tout cas, c'était attirer l'attention de la communauté internationale sur la dégradation de la situation sur le changement climatique et l'engloutissement de leur pays par la montée des eaux. Un sommet, il faut le dire, qui a commencé par un tremblement de terre et un tsunami. Des signes, me diriez-vous, pour rappeler l'urgence de la situation pour ces territoires. Ces îles qui ont forcément une particularité, elles ne sont pas très élevées. C'est le cas notamment des Tuvalu, un pays dont on parle très peu dans le Pacifique. Je ne sais pas si vous visualisez le drapeau des Tuvalu. Peut-être qu'on pourra le rajouter en infographie dans l'émission. Je sais le drapeau, mais non, je ne vois pas à quoi ressemble ce drapeau. À quoi il ressemble ? Alors, il est composé de plusieurs couleurs, le bleu notamment, qui fait référence à l'océan Pacifique, mais aussi de 9 étoiles jaunes. Et ces étoiles correspondent aux atolls en fait, du territoire. Il faut savoir que sur ces 9 atolls, il y en a déjà 2 qui ont été largement submergés par les eaux. Les spécialistes estiment que les Tuvalu seront complètement inhabitables d'ici moins d'un siècle. Donc forcément, c'est extrêmement inquiétant. On peut aussi faire référence à cette vidéo qui a fait le buzz là, il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était lors de la COP26 en 2021. Le ministre des Affaires étrangères. Cette vidéo. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est assez impressionnant. Il était sous l'eau, je crois. Il a fait sa exactement, sa les pieds dans l'eau. Il a formulé son discours debout face à un pupitre installé dans la mer. Un message fort face à l'urgence climatique. Donc, concernant la Polynésie, forcément, c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Elle n'est pas touchée comme certains de ses voisins du Pacifique. Il n'en reste pas moins que les risques existent. Moetai Brotherson, le président de la Polynésie, estime que pour l'instant, l'érosion des côtes et que le risque de submersion, en tout cas, ce ne sont pas encore des dangers. Néanmoins, il retient la salinisation des lentilles d'eau douce
utilisé dans les atolls du territoire et ce qui peut représenter un danger pour l'ensemble du territoire polynésien, surtout notamment dans l'archipel des Tuamotu. Voilà. Alors, on rappelle que le Forum des îles du Pacifique, ça regroupe 18 États et territoires, donc, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, comme tu l'as souligné. Puis ce qui est assez intéressant finalement, c'est que cette question du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui les impacte directement, et on a l'impression qu'on en parle beaucoup ailleurs, mais pas tant que ça. Finalement, on parle de manière très théorique, sauf qu'on s'est rendu compte, avec notamment ce forum, que c'est quelque chose qui a vraiment un impact direct sur des habitants. Et finalement, il y a une espèce de dichotomie entre ce qui se passe sur cette partie du monde et la façon dont, par exemple, dans l'Hexagone, on en parle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Alors, c'est vrai que sur cette édition, mais comme sur les précédentes, on a vu qu'il y avait un hiatus entre la préoccupation principale de ces États qui est, comme Wallis vient de le dire, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique plus exactement, qui a commencé à les impacter directement. Et d'ailleurs, au cours de ce forum, l'Australie a formalisé son engagement vis-à-vis des Tuvalu d'accueillir éventuellement leur population quand les territoires seront submergés. Donc cette préoccupation majeure. Mais ce qu'on a surtout vu dans la presse pour aller vite occidentale, ce qu'on a retenu, c'est le jeu des puissances qui s'exerce à l'occasion de ce forum. Parce qu'évidemment, le Pacifique est courtisé par toutes les grandes puissances, à commencer par l'Australie, qui est la puissance régionale, bras armés, pas toujours, mais bras armés des Américains, la Chine, la Russie dans une moindre mesure, et la France. Et donc, ces États, qui sont en réalité des États récemment indépendants, n'ont pas du tout envie d'être pris dans le jeu des puissances, ont envie de continuer à pouvoir choisir leurs alliances comme ils l'entendent, au gré de leurs intérêts, bien sûr. Et donc, sont souvent un petit peu pris en otage dans ces bagarres. Et là, ça s'est matérialisé d'une façon très concrète, avec Taïwan, parce que le communiqué final du forum contenait un point numéro 66 parmi une centaine, qui disait que les États du forum allaient continuer, en gros, leur dialogue et leur travail de développement avec Taïwan, qui est pour eux un partenaire de développement. Et l'ambassadeur de Chine, qui était présent au forum au Tonga, s'est vertement opposé à cette disposition et a fait retirer du communiqué final. Donc il y a eu deux versions, une première qui a été mise en ligne, aussitôt retirée, la deuxième a fait retirer la mention de Taïwan. Donc ça, c'est symbolique de ces jeux-là. De la même façon, la France, qui a une stratégie dans le Pacifique, qui a encore deux territoires, évidemment trois territoires, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis et Futuna, apparaît comme une puissance qui veut jouer son rôle, mais dans un forum dont elle n'est pas membre à part entière. Ce sont ces territoires, Nouvelle-Calédonie et Polynésie, qui sont membres à part entière, pas la France, elle est juste partenaire de dialogue. Et elle a quand même envie de faire valoir sa position. Donc elle passe des accords sur le climat très importants, mais elle apparaît très isolée parce que c'est la seule qui a encore des territoires non indépendants. Donc il y a un jeu aussi compliqué vis-à-vis de ces partenaires-là. Et là, on a bien vu que cette spirale de confrontation dans laquelle sont parfois entraînés ces États, à laquelle ils résistent, et finalement, ils ont du mal à ne pas en faire abstraction. On n'a pas trop compris. C'est vrai qu'au début, on s'est dit finalement, ils reconnaissent Taïwan, ils font fi finalement des grandes puissances, et puis je pense que c'est moins de 72 heures après, moins de 48 heures même après. Finalement, il y a ce nouveau communiqué sans aucune information. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est que c'est que la Chine est montée au créneau très violemment. C'est tout. Donc alors, il faut savoir qu'il y a de moins en moins d'États sur la planète qui reconnaissent Taïwan. Et donc, dans le Pacifique, je crois qu'ils ne sont plus que 2 ou 3. Donc la Chine a réussi à retourner un certain nombre d'États. Ça ne veut pas dire qu'ils se mettent tous dans la main de la Chine, loin de là.
mais certains, comme les Salomon, ont passé des accords sécuritaires très poussés avec la Chine. Donc, bon, il y a effectivement de la pression. Et là, la Chine a exercé sa pression de puissance et ça a marché. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nouvelle édition du forum? Quels sont les grands points? Quel est le bilan après ces quelques jours de ces 18 États et territoires qui sont réunis? Moi, ce que je peux retenir, en tout cas, déjà, c'est une citation. C'est une phrase qui, je pense, résume un petit peu, quelque part, aussi la question du conflit, enfin, en tout cas, de la rivalité américano-chinoise dans la région. C'est une citation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a attesté que le Pacifique est finalement mieux géré par les habitants des îles du Pacifique. Il ne doit jamais devenir un forum de compétition géostratégique. Et je trouve que ça en dit long sur la situation. Nathalie, tu souris un peu. Oui, alors moi, du coup, je vais prendre le sujet de Wallis sur le climat. Il y a eu des engagements collectifs de tous ces États sur des plans climat, des plans océan, des planifications assez poussées, beaucoup d'accords bilatéraux aussi, là pour le coup, avec la France, les Chinois, les Américains. Donc, c'est pas seulement des réunions pour parler, il y a aussi des choses très concrètes pour aborder l'avenir. Donc là, sur le plan 2050, le plan bleu, etc., il y a eu beaucoup d'avancées. Pour le coup, il y a eu ces questions aussi autour de la Nouvelle-Calédonie qui ont été évoquées. On en parlera puisque c'est le débat du mois, donc on en parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que quand on parle de choses très concrètes qui s'y sont passées, eh bien, il a été question donc, de la Nouvelle-Calédonie et comment faire en sorte de sortir de cette impasse. Mais comme j'ai dit, on va évoquer ce sujet un peu plus tard. Aline, toi, tu voulais qu'on revienne sur la vie chère, puisque c'est la rentrée. Hein, donc, au niveau des Outre-mer, là, c'est beaucoup à la Martinique et en Guadeloupe que cette mobilisation a commencé. Et donc, soit c'est ce qui a, on va dire, retenu ton attention. Oui, qui a retenu mon attention sur cette rentrée, parce que c'est un sujet, je pense, qui la marque. Alors, on a compris que la rentrée n'était pas tout à fait comme les autres, mais elle démarre fort sur le plan social, alors aux Antilles, donc oui, en Martinique, en Guadeloupe, également à La Réunion. C'est pas vraiment une surprise. Je pense qu'on peut dire ça d'emblée. Généralement, à la rentrée, il se passe souvent des choses. C'est la rentrée. Il se passe souvent des choses, mais on le dit, on le répète, je pense, depuis des années, en fait, que tous les territoires d'outre-mer sont une poudrière sociale et qu'il ne faut pas grand-chose. On le sait, on connaît les territoires, on sait qu'il y a un vrai ras-le-bol, il y a une colère aussi qui est toujours présente, une défiance aussi vis-à-vis de l'État. Et on se souvient de la crise de 2009 aux Antilles. Donc cette colère, elle s'exprime avec des mobilisations. Et donc là, c'est la vie chère, la question du pouvoir d'achat qui cristallise en ce moment. Voilà, tous ces sentiments de ras-le-bol, d'incompréhension, de défiance. Il y a donc eu un nouvel appel à la mobilisation. Alors, il y avait déjà eu une sorte d'alerte lancée en juillet dernier. Et la mobilisation, donc, ça a été ce week-end. Donc, contre la vie chère. Vraiment, c'est vraiment important de dire que c'est ce point-là, parce qu'en fait, ce qui est demandé, c'est un alignement des prix de l'alimentaire sur ceux de l'Hexagone. Et ce qui change aussi dans ce mouvement, c'est que pour l'instant, c'est une organisation de citoyens en fait, qui a lancé cet appel-là. Alors, c'est le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Il y a des centaines de personnes qui se sont rassemblées donc, à l'appel de ce mouvement en Martinique, en Guadeloupe, également dans l'Hexagone, donc devant les centres commerciaux. Également, des barrages ont été dressés dans les deux îles. Donc, je vous le disais, cette revendication, c'est vraiment l'harmonisation des prix. Il y a une injonction, c'est vraiment le terme qui a été employé, qui a été faite aux distributeurs, en fait. Et eux ont répondu en disant, ça c'était leur réponse quelques jours avant la mobilisation du 1er septembre, que ce n'était pas à cause des marges, mais plutôt des problèmes structurels qui font ces écarts de prix. On va juste le rappeler, les écarts de prix au niveau de l'alimentaire, c'est 40%. 40% de plus en Outre-mer qu'ici dans l'Hexagone. D'où ce ras-le-bol des gens. Pour l'instant, le mouvement commence. Il est amené certainement à se renouveler. Est-ce que ça va prendre? On n'a pas de réponse encore. Sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a cet appel à la mobilisation. Et on a l'impression finalement que... à chaque rentrée, ces questions, ces problématiques reviennent. La question de la vie chère, elle est également beaucoup revenue à Mayotte. On se rappelle, il y avait l'insécurité, mais il y avait aussi la mobilisation pour lutter justement contre la cherté de la vie. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on avait entendu en Martinique notamment la présidente du MEDEF Martinique qui s'est exprimée sur Outre-mer 360 il n'y a pas très longtemps, qui expliquait que cette injonction
puisque c'est vraiment le mot, c'est l'injonction à un alignement des prix entre la Martinique, entre les Outre-mer et l'Hexagone. C'est quelque chose qui est entendu. On a l'impression qu'ils font des efforts, mais on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On pourrait se poser la question de pourquoi ça ne fonctionne pas si tout le monde veut faire des efforts. On a l'impression que tout le monde le sait, mais en fait, on a du mal à avoir des résultats. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des problèmes de vie chère, on sait qu'il y a ces écarts de prix. Et ça, là, on parle de l'alimentaire parce que la mobilisation, c'est ça le point vraiment de revendication. Mais on sait que les écarts de prix concernent un nombre de secteurs incalculables, en fait. Très, très nombreux en Outre-mer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on nous redit à chaque fois, je pense qu'on a été témoin de ça, c'est on va se mettre autour d'une table, on va discuter, on va trouver des solutions. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a rendu ses conclusions il y a 1 an maintenant. Et en fait, on a l'impression que les gens attendent toujours concrètement qu'est-ce que ça change pour eux quand ils vont remplir leur caddie. Rien. Les prix ont même augmenté encore un petit peu. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et les pouvoirs publics et les élus locaux également qui disent oui, on va discuter, on va trouver des solutions. Les gens, en fait, pour parler peut-être trivialement, on en marre, en fait, on en ras-le-bol d'attendre. Et là, il faut voir en fait ce qui va être proposé, si quelque chose est proposé. En fait. Parce que je pense qu'on parlait de défiance tout à l'heure, il y a aussi du pessimisme. Les gens n'attendent parfois plus grand-chose en fait, des élus. De se mobiliser, mais... J'avais une petite question. Je me rends pas compte, en Martinique, les écarts se creusent considérablement d'année en année ? Oui, parce que je pense qu'on a... il y a l'inflation déjà qui a fait, je crois, donc je parlais de 40%. Je crois que sur ces dernières années, on a une augmentation d'1%, 2%. Il faudrait que je vérifie pour le dire exactement. Mais ce qui fait que ça, en fait, le pouvoir d'achat en fait, est en baisse à chaque fois parce que les prix, même si c'est 1 euro, au final, sur le nombre d'années, ça redevient très cher. Il y a des gens qui, on le sait, et dans tous les territoires, n'arrivent plus à manger correctement. De toute façon, on le voit au niveau de l'INSEE, qui publie au niveau des territoires tous les mois à peu près l'indice à la consommation. Et ce qu'on peut remarquer, en tout cas, c'est que ces prix-là ne baissent pas. On est toujours sur des augmentations qui parfois sont assez minimes, mais c'est vrai que ramener à une année, ça fait quand même beaucoup, sachant que sur ces territoires, beaucoup manifestent déjà pour expliquer que la vie est chère. Donc c'est vrai que ça peut être chiffré. Pour le coup, les chiffres ne sont pas... je ne les ai pas en tête, mais l'INSEE fait ce travail quand même mensuel d'indice des prix à la consommation qui, pour le coup, sont des chiffres publics. Mais là, pour répondre à Wallis, juste j'ai retrouvé le chiffre. En fait, sur les écarts de prix entre l'Hexagone et la Martinique, là, je prends les chiffres de la Martinique, il y a une étude de l'INSEE qui a été publiée récemment, mi-juillet. On est passé de 2015 à 2022 de plus 5 points, en fait, plus 5% encore d'écart de prix. Donc on se dit qu'il y a des choses qui devaient être faites qui n'ont pas été faites, d'où cette colère des ultramarins et qu'on peut, je pense, comprendre. Après, on va voir comment le mouvement va se dérouler et s'il va être de plus en plus important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la situation actuelle, je pense notamment au fait que pour le moment, on est dans l'attente d'un gouvernement. C'est sûr que toutes ces actions qui sont en train d'être menées auront un impact au niveau local, mais ça va être compliqué, en tout cas, d'avoir des réponses, puisqu'on est dans l'attente depuis toute cette semaine d'un gouvernement, et on en reparlera, puisque ça a quand même des conséquences sur les territoires des Outre-mer. Ici, dans l'Hexagone, on parle qu'est-ce qui va se passer. Dans les territoires d'outre-mer, ça bloque quand même certains dossiers qui sont, pour le coup, urgents. L'actualité, c'est également le sport, avec la fin des Jeux Olympiques et le début des Jeux Paralympiques. Pour en parler, notre invitée va arriver. Il s'agit de Maggie Nestoré-Ontano. Elle arrive. Maggie Nestoré-Ontano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rappeler qui vous êtes, parce que vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes représentante de l'Agence nationale du sport, conseillère haute performance, ancienne sportive de haut niveau, internationale d'athlétisme de 1987 à 1995. Vous êtes également une ancienne chargée de mission de lutte contre les discriminations dans le sport, co-autrice du livre Football féminin, la femme et l'avenir du foot, ancienne directrice technique nationale adjointe à la Fédération française d'athlétisme, ancienne conseillère sport et outre-mer à la mairie de Paris, ancienne directrice technique nationale à la Fédération de pentathlon moderne. J'espère ne voir rien oublier. Non, ça va aller comme Quel ça. parcours. Comment ça se passe, ces Jeux paralympiques ? Dites-nous tout. Ça se passe très très bien. On voit un engouement pour les Jeux paralympiques et ça fait une bonne
un bon prolongement des Jeux Olympiques parce qu'on a vécu un été magnifique. Et voir autant de monde aller sur les sites paralympiques, ça fait vraiment plaisir parce qu'on se rend compte que les gens sont heureux de voir des athlètes, de découvrir des sites, de découvrir des sports, parce qu'il y a des sports, des sportifs qui ne sont pas connus du grand public. C'est un peu la particularité des Jeux paralympiques. Et pour l'instant, ça se passe bien, puisque l'équipe de France est en bonne forme, avec le record des médailles de Tokyo qui a été égalé. Donc tout va bien pour le moment. Bon, on touche du bois, ça s'est bien passé pour les Jeux Olympiques, ça se passe bien pour les Jeux Paralympiques. Qu'est-ce que vous faites exactement, vous, à votre niveau ? Alors en fait, nous, au niveau de l'Agence nationale du sport, on accompagne, on a été créé en 2019 sous forme de groupement d'intérêt public, et on accompagne les fédérations et les sportifs dans leurs compétitions, les entraînements, enfin tout ce qui est mis en œuvre pour la préparation. Et moi, j'ai travaillé notamment avec des collègues sur la question de la situation des sportifs, la situation financière, puisqu'il y avait un rapport qui avait été fait en 2016 aux Jeux de Rio, qui avait démontré qu'il y avait 40% des athlètes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Et le travail de l'agence sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, ça a été de s'assurer qu'il n'y ait aucun athlète de la délégation olympique et paralympique aux Jeux de Paris qui soit en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça passe par une identification des situations des athlètes pour réajuster leur situation, soit par des aides avec de l'insertion professionnelle, puisqu'on a la capacité d'accompagner des sportifs dans leur insertion professionnelle, avec des emplois du temps, enfin des emplois qui sont aménagés, et l'agence vient payer une compensation financière aux employeurs. Donc on a environ 1000 athlètes aujourd'hui qui sont soutenus par des dispositifs d'insertion professionnelle. On a aussi des dispositifs financiers, on a plus de 2000 athlètes qui bénéficient d'aides, ce qu'on appelle des aides financières directes. Voilà. Et on travaille aussi en partenariat avec des entreprises, notamment par le biais de la Fondation du sport français, le pacte de performance, qui nous permet d'accompagner financièrement des athlètes pour qu'ils soient moins dans la précarité, même si on sait qu'il y a encore du travail à faire. C'est hyper fort ce que vous dites quand vous parlez finalement de la pauvreté de ces athlètes qui nous font rêver, qui gagnent des médailles, qui sont la performance et qui peut-être en fait n'arriveraient pas à vivre correctement. C'était le cas effectivement en 2016, c'était le cas, 40% de la délégation. Aujourd'hui, alors on a mis tout le monde au niveau du seuil de pauvreté. Alors la question c'est est-ce que c'est suffisant, mais c'est déjà une grosse étape par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Parce qu'on considère qu'un athlète aujourd'hui qui vit sous le seuil de pauvreté, il est en danger pour sa pratique sportive. Et donc nous, on a voulu vraiment travailler là-dessus. C'était vraiment le souhait du manager à la haute performance, Claude Onesta, de vraiment travailler sur ça. Voilà, c'est un gros chemin qui a été fait. Et puis on a aussi identifié des athlètes qui sont plus dans nos athlètes, un peu des cellules de performance, des athlètes qui sont médaillables ou qui ont déjà fait des résultats. Où là, on s'assure qu'ils soient à minimum 40 000 € bruts de ressources par an. Ça fait à peu près 2600 € net par mois. Donc on s'est fixé par rapport au salaire médian des Français que ces athlètes-là soient dans des bonnes conditions. Est-ce que vous avez une question pour Maggie Nestori-Antano ? Moi, j'en ai une, peut-être. Alors, à titre personnel, hein, en tant qu'ex-sportif de haut niveau, il y a 6 mois, 1 an, on parlait des JO et on se disait, ça, c'est mal parti. Beaucoup disaient que ce serait une catastrophe. Certains ont même fui Paris, hein, d'ailleurs, pour ne pas y assister. Et vous le disiez, ça se passe bien, ça se passe même très, très bien. Ça s'est très bien passé pour les JO, ça se passe très bien pour les Paralympiques. Justement, est-ce que vous aussi, vous vous êtes dit, il y a 6 mois, 1 an, est-ce que vous avez douté à un moment de comment allaient se passer ces Jeux ? Non, franchement, moi, j'ai jamais douté. Je pense que mes collègues non plus n'ont jamais douté. Moi, aujourd'hui, je regardais, c'est les 8e Jeux auxquels j'ai la chance d'assister. J'ai fait les Jeux à Barcelone en tant qu'athlète et après, dans mes différentes missions, j'ai eu la possibilité de participer à différents Jeux olympiques. C'était la première fois que j'assistais aux Jeux paralympiques et franchement, je me dis que c'est une vraie réussite. Au-delà du résultat sportif, on visait un top 5, on est dans le top 5, on a battu le record de médailles, donc c'est formidable. Mais c'est surtout de voir que tout ce JO-bashing qui a eu lieu pendant cette année, pendant ces dernières années, ces derniers mois, finalement on se rend compte que c'était vraiment une grosse réussite. J'en veux pour preuve le nombre justement de Parisiens qui sont partis et qui, quand ils ont commencé à regarder, moi des fois je recevais des messages de copains qui me disaient « Ah non mais ça a l'air trop bien, est-ce qu'il y a des places pour aller ?» Non, il fallait les prendre avant. Donc vraiment, non, moi j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et puis
au-delà du résultat sportif, quand on est ancien athlète ultramarine, on peut être que fier déjà quand on voit une cérémonie d'ouverture avec des symboles. Alors, la chanteuse lyrique guadeloupéenne Axel Saint-Cyril qui est sur la cérémonie d'ouverture, Marie-Josée Pérec et Teddy Riner qui allument la vasque. C'est forcément très très fort en tant qu'athlète. Enfin pour moi c'était très très fort. Et puis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, de voir aussi Luan Pommier qui a l'oreille absolue, qui chante l'hymne paralympique. Mais forcément on se dit, surtout dans le contexte dans lequel on vit en ce moment, en France, on se dit qu'on est très très fiers et je pense qu'il y a, je dis à chaque fois, il y a des gens devant leur télé, ils ont dû être en PLS quand ils ont vu tous ces symboles, mais quelle force pour nous, oui, on est vraiment une fierté. Et là, je me dis que là, sur les Jeux paralympiques, il y a le ministère des Outre-mer, ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, qui a monté une opération Tous aux Jeux, qui est soutenue notamment par Marie-Josée Pérec. Il y a 300 jeunes ultramarins qui viennent de 8 territoires, qui viennent assister aux Jeux paralympiques. Et je me dis que c'est bien parce que on a beaucoup d'athlètes qui viennent de l'outre-mer, mais quand il y a des moments comme ça, il ne faut pas qu'on soit exclu de la fête, parce que ce n'est pas juste les athlètes qui sont sur le terrain, qui ont remporté des médailles. Gaëtan Alain pour la Guyane au breakdance, Kaoli Vast pour le surf avec la Polynésie. En fait, tous nos territoires ils sont représentés. Et c'est bien aussi qu'il y ait des enfants qui puissent venir des territoires assister à cet événement. Je crois que c'est 1000 jeunes qui sont attendus pour justement pour profiter de ces Jeux olympiques et paralympiques. Et je pense qu'on en parlera. Je fais l'autopromo sur Outre-mer 360, puisqu'on couvrira. Il y a beaucoup d'actions qui sont prévues avec ces jeunes qui participent, du coup, qui ont l'occasion de voir ces Jeux olympiques et paralympiques. Alors, il y a une grosse question de représentativité des Outre-mer. Alors, c'est vrai pour le coup que les Outre-mer sont vraiment très présents au niveau du sport, de manière générale. Oui, alors, mais j'ai fait une petite erreur. J'ai dit Gaëtan Alain parce que je pense tellement à Gaëtan pour la Martinique. C'est Dany Dan c'est Dany Civil pour la Guyane, pour le breakdance. Parce que je pensais à Gaëtan parce qu'il est de la Martinique. Et en fait, autant pour moi, c'est Dany Dan pour la Guyane. On a de la chance, nos Outre-mer sont vraiment représentés au niveau du sport et au niveau de ces Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est un tiers. vrai que c'est un tiers des médailles, pardon de te couper, c'est un tiers des médailles. Alors on se demande même comment on arrive à ce résultat magnifique, parce qu'il y a certaines fédérations qui ne sont pas non plus très riches en Outre-mer, mais j'ai fait le compte, c'est aussi, qui les Outre-mer, c'est 4% des Français de la population et c'est 30% des médailles. Donc c'est pas compliqué. Et c'est moins dans la gouvernance. Alors voilà, après peut-être qu'il y a d'autres problèmes. Voilà. Ça c'est la question de la suite de la carrière. Est-ce qu'on en parle ? Ah oui, on peut en parler. Enfin, moi, je suis très à l'aise pour parler de ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas une représentativité au niveau des instances qui est à l'image de ce qu'on a sur les terrains de sport. Donc voilà, on parle. Alors on est beaucoup plus à l'aise pour parler du manque de femmes, de l'absence de féminisation des instances. Mais c'est vrai que quand on va sur la question de la diversité, on se rend compte que c'est toujours un peu plus compliqué, qu'on a un peu plus de mal. Voilà, moi je trouve que c'est un sujet qui est important parce qu'on a des personnes, des personnalités qui sont compétentes. On a eu des ministres des Sports qui ont été issus de l'Outre-mer. On a eu Roger Bambuc à l'époque, on a eu Laura Flessel plus récemment. Mais après, dans d'autres instances, on manque. Oui, je pense que ça manque. Si on regarde la photographie aujourd'hui du sport français dans les instances, mais on voit quand même qu'on n'est pas aussi bien représenté que sur les terrains de sport. Et alors la faute à qui ? Et puis qu'est-ce qu'on fait finalement une fois qu'on a dit ça pour essayer d'inverser cette tendance ? Ah alors, ça c'est on a combien de temps ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des anciennes figures sportives ? On pense à Marie-Josée Pérec, qui a été très présente, vous l'avez cité, pendant la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'elle pourrait avoir un destin, en tout cas, dans une instance importante ?
Je pense, après, je ne sais pas si elle le souhaiterait, mais oui, je pense que, oui, bien sûr qu'elle pourrait l'avoir, puisque on a quand même des athlètes, des grands champions qui ont marqué l'histoire du sport français, et ils sont pas que des champions. Après, une fois qu'ils arrêtent le sport, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très, très engagés, même si on sort des Jeux Olympiques, mais on regarde Lilian Thuram, le travail qu'il fait sur la sensibilisation, sur la question du racisme, et on a des personnes qui sont vraiment très, très engagées et qui peuvent apporter beaucoup de choses à notre société. Je ne serais pas surpris de voir Teddy Riner, par exemple, dans quelques années. On lui a posé la question hier. Après les Jeux de Los Angeles. Je ne sais pas si on peut la citer, mais voilà. Hier, il était invité au quotidien et on lui a dit alors, bientôt de la politique. Il n'a pas dit non. Il a dit, il a pas dit non. Pourquoi pas avoir donc plus de représentants des Outre-mer, pas forcément dans un ministère des Outre-mer pour le coup, mais ailleurs, et notamment dans des instances sportives. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On espère que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont aussi changer ce regard à travers les instances pour plus de représentativité des personnes qui finalement brillent sur les podiums. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les Jeux Paralympiques, on espère que ça va faire changer le regard des gens sur les personnes en situation de handicap, mais je pense que le sport peut embarquer beaucoup de monde sur ces différentes thématiques. Et c'est ça qui est important et qui est beau, c'est que de se dire, voilà, le sport, on dit tout le temps, le sport, c'est le reflet de la société. Il faut que ce soit le reflet de la société, mais à tous les étages. Merci beaucoup, Maline Estorentano. On rappelle donc que vous êtes ancienne sportive et que vous représentez donc, je vais retrouver, l'Agence nationale du sport. Conseillère haute performance. Merci de m'avoir aidé. Merci d'être venu pour cette première émission Club de la Presse Outre-mer. Et on aura l'occasion de suivre, puisque les Jeux paralympiques sont toujours en cours et on espère encore décrocher de nombreuses médailles. Merci beaucoup. Merci. Il est temps pour nous de passer au débat du mois avec cette question. Comment la situation en Nouvelle-Calédonie impacte les autres territoires des Outre-mer ? On avait commencé à en parler un peu avec la revue de presse et cette mission de la Troïka qui est attendue en Nouvelle-Calédonie. On rappelle donc que le Caillou est plongé dans une profonde crise économique, politique, sociale depuis les violences meurtrières consécutives à une réforme d'élargissement du corps électoral calédonien. Les émeutes sont survenues dans l'archipel en mai dernier. Le bilan ne cesse de s'alourdir, que ce soit sur le plan humain, mais également au niveau des infrastructures, de l'économie, du social et de la politique. On a même entendu des dirigeants parler de 30 ans de travail détruit en quelques instants. Et puis, vu que tous les jours, il y a une actualité au niveau de la Nouvelle-Calédonie. On va faire un petit rappel. Il y a eu l'élection de la première femme à la tête du congrès de l'archipel, Veilma Falaeo, qui met fin à 4 mandats successifs de l'indépendantiste Roch Wamitan. Et puis, on a aussi ce début de division, il semblerait, au sein du parti du Front de Libération Nationale Kanak et socialiste, puisque le congrès s'est déroulé sans le Parti de Libération Kanak et sans l'Union progressiste mélanésienne, 2 composantes majeures pourtant du Front. Il y a eu donc l'élection également controversée de Christian Tin à la tête de l'alliance indépendantiste du FLNKS. Je ne sais pas s'il faut rajouter en termes de contextualisation d'autres choses. Et voilà un peu pour ce qui se passe en ce moment du côté de la Nouvelle-Calédonie. Et donc la question c'est, est-ce que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie peut avoir des répercussions sur les autres territoires des Outre-mer ? Moi, peut-être juste, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que dès le début du mouvement, ça a été suivi. Après, la question de l'impact sur les autres territoires, c'est autre chose. Je vais parler pour les Antilles, donc pour la Martinique et la Guadeloupe. Dès le début du mouvement, en fait, les images ont beaucoup circulé de ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie. On a des partis politiques, des mouvements aussi qui ont soutenu en fait ce mouvement en disant
plutôt des mouvements qui sont pour plus d'autonomie encore, parce qu'il y a toujours ce débat, en Bien tout cas évidemment. d'évolution institutionnelle pour la Martinique, pour la Guadeloupe aussi. Donc il y a eu ce soutien en fait au mouvement. On a aussi les présidents de la région Martinique, de la Guadeloupe. Il y avait aussi, je crois, Huguette Bello de la Réunion, en tout cas, qui très rapidement en fait ont demandé le retrait immédiat de la réforme dont tu parlais. Donc ça a été très suivi. Après sur l'impact, je suis plus mesurée en fait. Je dirais que ça n'a pas non plus fait énormément bouger les choses. En tout cas, de ce qu'on que peut tu voir pour perçois l'instant, au de ce que je niveau perçois de- oui. personnellement pour l'instant. C'est vrai que Oui. généralement, on met beaucoup en avant les réseaux sociaux en expliquant que beaucoup de ces images aujourd'hui circulent sur les réseaux sociaux et sont peut-être utilisées pour d'autres dessins. Oui, alors juste pour finir sur les connexions entre les territoires, c'est vrai que au plan politique, il est logique que tous les mouvements autonomistes, voire indépendantistes d'ailleurs, c'est-à-dire du bassin océanien, du bassin océan Indien et du bassin caribéen, se retrouvent et se soutiennent. Après, la particularité profonde de la Nouvelle-Calédonie, qui est celle d'avoir été une colonie de peuplement avec une grande violence historique qui n'est toujours pas digérée, elle fait que les Calédoniens eux-mêmes, d'ailleurs, n'aiment pas trop qu'on leur donne des conseils et des leçons. Et l'autre particularité, c'est que ce sont des gens du Pacifique. Et donc, il y a une connexion avec la Polynésie, principalement et notamment depuis que le gouvernement polynésien est indépendantiste lui aussi, mais pas de grands mouvements ultramarins autour de la Nouvelle-Calédonie, Ce ne sont évidemment. pas les mêmes histoires. C'est Enfin, pas les mêmes histoires et c'est pas les mêmes problématiques. Après, la résonance, elle va être importante parce que c'est une crise politique et c'est une crise de la légitimité du pouvoir exécutif à Paris vis-à-vis de ces territoires. Donc forcément, les autres aussi vont se dire, si Emmanuel Macron et son gouvernement n'arrivent pas à régler la situation en Calédonie, il y a une décrédibilisation et puis peut-être que ça donnera des idées à d'autres. Mais on ne peut pas aller plus loin. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement. Ça, Voilà, ça règle le problème. Ça reste encore une grande question, puisque sans gouvernement, finalement, on peut débattre, on peut parler. On a vu que la situation en Nouvelle-Calédonie, elle continue de se dégrader. Mais qu'est-ce qu'on fait alors qu'il n'y a pas de gouvernement ? Je vais juste rebondir justement à ce que disaient Adeline et Nathalie. Je suis entièrement d'accord avec elles. Effectivement, des conséquences relatives, en tout cas, sur le reste des territoires ultramarins, même en Polynésie, pourtant territoire voisin. Après les mouvements, les émeutes qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie, il y a eu malgré tout une énorme, grande solidarité des Polynésiens envers les Kanaks. Moetai Brotherson a déclaré à ce sujet récemment qu'à peu près 200 personnes qui, ces 3 derniers mois, ont fait le pas de venir en Polynésie, donc des Calédoniens en fait, qui sont partis de Nouvelle-Calédonie, pour la plupart, les 2 tiers des Polynésiens, mais également aussi des Calédoniens. Donc c'est vrai que c'est quand même assez peu. On peut aussi retenir, je ne sais plus s'il est toujours maire d'Aroué, Philippe Schill, connaisseur de la Nouvelle-Calédonie, il y est né. Il avait déjà anticipé cette immigration en 2021. À l'époque, il avait été rapporteur d'une mission d'information de l'Assemblée. Il avait sollicité un institut sur l'immigration potentielle de la Nouvelle-Calédonie vers la Polynésie française. Alors, je vous donne les chiffres de l'époque. On aime les chiffres ici. Vous avez les chiffres. Voilà, Non, on a les chiffres. On veut les Bien connaître. sûr, vous allez les avoir. On Vous veut allez les les avoir dans un instant. Les résultats de l'étude avaient alors mis en lumière le déplacement éventuel de 216 ménages ayant de la famille au Fénois, soit 780 personnes, et de 3000 ménages n'ayant pas d'attache, soit 9000 personnes. Voilà. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais la question, elle est effectivement surtout sur les liens politiques entre les indépendantistes calédoniens et polynésiens, sachant que Moetai Brotherson, qui dirige qui est le président d'un groupe qui est assez informel, mais quand même important, qui est le groupe des dirigeants polynésiens, il a une crédibilité à jouer vis-à-vis de ses homologues de la région sur le fait de défendre d'une certaine manière l'indépendance. Donc il est forcément connecté à ça. Mais
Je pense que c'est plus dans des enceintes comme celle du FIP, justement, dont on parlait tout à l'heure, le Forum des îles du Pacifique, où il peut y avoir une pression, une solidarité et un impact, que entre les territoires ultramarins eux-mêmes. Voilà, c'est... Pour le coup, la Nouvelle-Calédonie a donc occupé les débats au sein de ce Forum du Pacifique. Oui. C'est d'ailleurs le président de la Polynésie française qui a indiqué que cette mission, donc Troïka, allait arriver en Nouvelle-Calédonie. Et alors, on ne cite pas de tête, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont pas là pour les vacances, quoi. Non, alors le langage officiel de la diplomatie, c'est une mission d'information et dans la transparence. Donc, c'est des choses qui seraient assez soft. La question, c'est que la Troïka, c'est quand même 4 anciens premiers ministres ou premiers ministres. Donc ça va être un groupe d'assez haut niveau, Fidji, Salomon, Tonga, et il m'en manque un. Donc c'est des gens qui vont avoir une responsabilité et qui vont délivrer un message important. Après, je pense que c'est pas ça qui va changer du tout la politique de la France en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut que la France tienne compte de ces messages-là aussi. Ils ont accepté la mission. Bien sûr, bien sûr. Oui. Non, il y a eu au début un petit pataquès parce que Louis Mapou, le président du gouvernement calédonien, a eu le sentiment de se faire forcer la main un petit peu par Paris sur le contenu de la mission et son programme. Mais finalement, elle va avoir lieu et c'est très bien. Et de toute façon, plus il y a de regards. Mais après, on peut se dire, qu'est-ce que viennent faire des États étrangers sur le territoire français ? Certains disent que c'est de l'ingérence. Les loyalistes, notamment, ne sont pas très pour cette affaire. C'est une mission internationale. Et puis, et la France, du coup, la diplomatie française, nous, on joue la transparence. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien à cacher. Et voilà. Après, ce qu'ils expliquaient au sein du forum, c'est que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, finalement, a un impact direct sur la région, le Pacifique, donc que c'était bien évidemment une nécessité de sortir de l'impasse, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va se passer, et qu'il était urgent de trouver des solutions. C'est aussi ça le discours qui est finalement mis en avant. Mais la situation est vraiment très, très inquiétante. La situation du territoire est très grave. C'est un effondrement total. Au point de vue économique, évidemment. Là, on rentre dans la crise sociale parce que tout cet arrêt de l'activité économique fait qu'on va quasiment avoir, là, dans les semaines qui viennent, un tiers des salariés, des employés de ce territoire qui vont être accessibles au chômage partiel. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Il y a des gens qui commencent effectivement à partir. Il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, donc une pauvreté qui va s'accentuer. Et on pense qu'il y aura besoin au moins d'une génération, si tout d'un coup tout le monde se mettait d'accord pour reconstruire tout de suite et dans l'entente pour réparer tout ça. Donc là, on est dans un moment vraiment historique. Et en plus, oui, on ne voit pas de solution pour en sortir parce que politiquement, tout est bloqué. C'est ça. Donc, on a 2 radicalités qui s'opposent. On a celle maintenant du FLNKS, comme tu l'as expliqué, avec ce dernier congrès et l'installation de la CCAT, cette cellule d'action qui a été créée pour coordination des actions de terrain. Voilà, pour lancer l'insurrection qui est maintenant installée au cœur du front et donc les partis modérés qui le quittent. Et on a une autre radicalité qui est celle du mouvement non indépendantiste avec le groupe Les Loyalistes qui parle de partition avec Sonia Backès qui nous dit que telle l'huile et l'eau, jamais les personnes se mélangeront et à rebours de tout ce que démontre la société calédonienne toute la journée, c'est-à-dire que les gens vivent ensemble, elle estime qu'ils ne pourront plus jamais vivre ensemble. Donc on est dans une situation très compliquée, très, très bloquée et très triste, à vrai dire, parce que franchement, tous les hommes de bonne volonté n'ont pas été entendus et n'arrivent pas à faire entendre leur voix en ce moment. Alors, Sonia Backès, donc présidente de la province Sud, présidente des Loyalistes, qui a été reçue à l'Élysée ce mardi. Donc on ne sait pas encore ce qu'il en est ressorti. J'imagine qu'on va pouvoir suivre ça dans les prochaines heures et prochains jours. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce qu'il apparaît, c'est qu'on arrive sur un statu quo et finalement, on ne sait pas comment se sortir de cette crise. La question, c'est qu'il faut que, à nouveau, tout le monde rediscute politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on imagine pour le futur du territoire. Et donc, maintenant que l'insurrection a éclaté, que le territoire est déchiré,
En réalité, le sujet n'est plus celui de on va inventer les suites des grands accords politiques Matignon et Nouméa avec 1988-1998. Maintenant, il faut réfléchir au point d'arrivée. Et donc, les indépendantistes disent l'indépendance tout de suite. Les loyalistes disent l'indépendance jamais. Et en réalité, on sait tous qu'on va se situer au milieu. On va dire, on va imaginer une souveraineté parce que c'est prévu comme ça. À quelle échéance, comment on y arrive? Et donc maintenant, il faut décider juste du chemin. C'est ça. Et il n'y a pas à se cacher derrière les mots. Alors après, qu'on l'appelle indépendance, souveraineté, association, tout ce que vous voulez, mais il va y avoir un autre statut, et ce statut, ça sera pas celui qui est aujourd'hui, comme veulent le garder beaucoup de gens. C'est pas le statut actuel dans la République, ça sera différent. Pendant ce temps-là, eh bien, on va dire qu'il y a des pays qui ont les yeux rivés sur ce qui se passe et qui peut-être tentent aussi de jouer leur partition. C'est le cas de l'Azerbaïdjan qui organise une conférence à Bakou ce lundi et ce mardi autour de l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte par la France. Je cite le nom de la conférence, et c'est vrai qu'on a l'impression aussi que ces ingérences dont on parle beaucoup, elles s'amplifient. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux? Comment finalement on se positionne face à cette situation et face à ce pays dont on entend de plus en plus parler, qui essaye aussi finalement de jouer un rôle par rapport à ce qui se passe? Alors, il faut juste dire que l'Azerbaïdjan, c'est une pétro-dictature, vraiment un pays peu recommandable, qui aujourd'hui est engagé dans un bras de fer avec la France, parce que la France soutient son ennemi héréditaire, qui est l'Arménie. Ça, c'est le décor. Et c'est pour ça que l'Azerbaïdjan est très agressif vis-à-vis de la France, que les autorités françaises prennent très au sérieux les ingérences de l'Azerbaïdjan, qui développent des campagnes de désinformation et des campagnes très critiques avec des mots très durs sur les réseaux sociaux, et qui a affiché un soutien très fort aux indépendantistes néo-calédoniens dans le cadre du mouvement des non-alignés. Et puis, ils ont créé ce groupe de Bakou, qui est une espèce d'appendice du régime, qui prétend donner des clés pour une décolonisation réussie de la Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs. Donc, par rapport à ça, les autorités françaises, évidemment, sont très agacées. Elles prennent ça au sérieux. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'à la fois dans l'éclatement du mouvement du 13 mai en Calédonie, comme pour la campagne législative, l'impact des campagnes de l'Azerbaïdjan a été quasi nul. Donc, il ne faut pas non plus surestimer leur impact. Il faut en prendre conscience. Sachant quand même que le gouvernement français avait fermé TikTok pendant quelques semaines et que c'est sur TikTok aussi que se développaient beaucoup de désinformation. Mais bon, l'Azerbaïdjan n'est pas tout seul. Il y a aussi la Chine, il y a aussi les Russes. Il y a tous les pays qui, tout simplement, n'apprécient pas la France. Bon. C'est comme l'Azerbaïdjan qui s'intéresse aussi de très près aux autres territoires ultramarins, la Calédonie, on en a parlé, la Polynésie aussi, Guyane, et alors pas un territoire ultramarin, mais aussi forcément les Corses également. Ils ont été invités récemment à Bakou. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, puisque, comme vous l'avez expliqué tous, on est au début de quelque chose, donc c'est quelque chose qu'on va suivre, savoir finalement quelles solutions vont être mises en avant avec cette mission donc, de la Troïka, mais aussi l'attente de ce nouveau gouvernement qui peut-être pourra débloquer des leviers, en tout cas c'est ce qu'on espère. Mais c'est indispensable. Pour le moment, il n'y a pas de gouvernement. Peut-être que d'ici là, on aura un Premier ministre et donc un gouvernement qui sera apte à trouver des solutions. Ce n'est pas encore le cas. En tout cas, incessamment sous peu, on l'espère, que la situation pourra au moins, on va dire, se débloquer. Parce que là, pour le moment, tout est bloqué. En tout cas, les Calédoniens supplient Emmanuel Macron d'aller plus vite. Et d'ailleurs, on dit que le dossier est reparti dans ses mains et qu'il avait été un peu dispersé entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Outre-mer. Mais Emmanuel Macron, en recevant les candidats au poste de Premier ministre, leur a tous demandé « Et toi, qu'est-ce que tu ferais sur la Nouvelle-Calédonie ?» Donc on peut se dire, il a peut-être envie que le dossier revienne enfin à Matignon, comme ça devrait être le cas.
Et ça ne l'est plus depuis Édouard Philippe, en fait, mais quand il y a eu les grands accords politiques, c'est Matignon qui a géré. En tout cas, le vide, effectivement, qui est laissé par le gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment préjudiciable pour eux parce qu'ils ont besoin de décisions ultra rapides. Donc il y a Bercy qui fait des chèques. Un débat budgétaire aussi, forcément. Ça voilà, bloque. qui aide à pallier l'urgence, mais ça ne suffit pas. On parle de 4 milliards pour essayer de repartir et d'essayer de il y a des besoins énormes finalement. et il y a des réformes énormes à faire aussi sur des tas de secteurs. Et on n'a même pas parlé du nickel, qui est vraiment le poumon économique de la Calédonie, avec une usine à l'arrêt. Enfin, il faut un gouvernement à Paris, c'est évident, et vite. Mais le maître des horloges prend son temps. Et non, on espère et c'est qu'il y a urgence, parce que là, on parle de gestion des affaires courantes pour le gouvernement. Mais bon, ça fait quand même ça fait plusieurs semaines qu'il gère juste les affaires courantes. Non, mais ça devient urgent, et notamment pour la Nouvelle-Calédonie et pour d'autres territoires d'outre-mer. En fait, il y a énormément de situations urgentes qu'on n'a pas pu évoquer, mais elles sont nombreuses. C'est vrai que là, pour le coup, au niveau de la revue de presse, au niveau de l'actualité, on aurait pu faire le tour des territoires. Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs d'une prochaine rubrique de faire finalement ce petit journal des territoires. Qu'est-ce qui se passe au niveau des territoires ultramarins? Parce que c'est vrai qu'on a vraiment, pour le coup, on a anglais sur 2-3 problématiques, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Et je nous encourage d'ailleurs à y travailler. Et on aura l'occasion donc d'en reparler. Nous, on va poursuivre ce club de la presse Outre-mer avec notre journaliste Charles Baudry qui va nous rejoindre. Notre journaliste Charles Baudry nous a rejoint. Charles, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir devant la caméra, parce que c'est souvent derrière. C'est ça. Mais voilà, c'est cette nouvelle chronique qui va nous présenter l'image du mois. Alors du coup, l'image du mois, donc je suis revenu un petit peu sur les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Et donc c'était l'occasion de parler un peu des policiers, notamment pendant les Jeux Olympiques, puisque comme vous le savez, la sécurité a été ultra renforcée pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous avez eu 2000 policiers étrangers d'une quarantaine de pays qui sont venus pour renforcer la sécurité à Paris. Vous avez eu notamment des policiers espagnols, allemands, qataris, on les a beaucoup vus aussi, britanniques, etc. Mais les renforts sont également venus des Outre-mer. En effet, notamment là pour les Jeux paralympiques, vous avez eu plus d'une centaine de policiers qui sont arrivés le 28 août. Des territoires ultramarins, notamment de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane ou encore de la Martinique. C'est d'autant plus important que la flamme olympique est passée dans ces territoires, mais il n'y a pas eu d'épreuve véritablement qui a été faite, mis à part en Polynésie évidemment. Et donc là, c'était l'occasion de faire participer donc, des ultramarins et des fonctionnaires ultramarins à cet événement mondial. Donc il y a eu beaucoup de candidatures pour ces Jeux, parmi les fonctionnaires en tout cas, pour pouvoir y participer, mais très peu de places évidemment, à peine une petite centaine. Il y avait des critères. Il y avait des critères, donc pour pouvoir être sélectionné, c'était en fonction de la disponibilité des policiers et aussi de leur position dans les brigades respectives. Donc plus tu étais plus élevé, plus tu pouvais participer à ces Jeux. Donc voilà, donc en tout cas si vous souhaitez allez les voir, faire une petite photo avec eux. Ils sont toujours là. Jusqu'à la fin de ces Jeux paralympiques, donc jusqu'au 8 septembre, ils patrouillent à la Tour Eiffel, au Champ de Mars, à Bercy ou encore Cours Saint-Émilion. Voilà, on a noté, n'hésitez pas à aller les voir. Tour Eiffel, Bercy, Cours Saint-Émilion. Et voilà. Bercy, Tour Eiffel, Cours Saint-Émilion. Voilà, et Champ de Mars, pardon. On peut faire la photo vraiment avec... Oui, ils sont très gentils, ils sont disponibles. Vous pouvez y aller. Toutes les polices du monde aussi même. Toutes les polices du monde. Je comprends mieux aussi ton contenu Instagram. Exactement, voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Une passion pour les forces de l'ordre. J'adore la police. Non, mais et les gendarmes, n'oublie pas les gendarmes. Il y a les gendarmes aussi. Non, mais pour le coup, c'est vrai qu'on les a beaucoup vus. Ils étaient assez impressionnants avec leur uniforme et puis ils souriaient. C'est ça. C'est vrai qu'il y avait une sorte de... On parlait du climat qui était très sympathique pendant les Jeux. Les forces de l'ordre, il y a quelque chose des échanges assez... C'est ça. Et les policiers gardent leurs petites emblèmes ici, leurs petits écussons. Donc il y a la Guadeloupe, vous verrez. Oh, après, vous pouvez échanger. Moi, j'en ai récupéré quelques-uns. Ouais, il y a des Jeux olympiques et tout, c'est très sympa. Oui, mais j'ai vu des pins et tout. Mais à chaque fois que je vois des personnes qui ont des pins, je me dis, mais où est-ce que je vais pour avoir moi aussi, je veux des pins? Et là, j'ai l'impression que c'est casse-tête parce qu'en vrai, ils font un business de pins. C'est ça. C'est pas si simple d'avoir des pins en vrai. Pas simple du tout. Donc du coup, c'est pire que les Pokémon. C'est ça. Bref. Il y en a des plus rares. Merci beaucoup. De rien. Merci Charles pour cette image du mois.
retrouve très vite pour revoir d'autres images tout simplement. Et bien nous on arrive à la fin de notre émission. Déjà. Voilà, c'est déjà la fin. Et là c'est le moment justement de vous demander votre coup de cœur et votre coup de gueule. Vous avez le droit de ne pas avoir de coup de gueule, mais ici on est en démocratie. Donc Nathalie, coup de cœur ou coup de gueule? Alors, moi, coup de gueule, on va dire que je suis la râleuse de service pour changer. Mais alors, coup de gueule parce qu'en fait, il y a eu deux choses qui se sont produites de la part du gouvernement, on va dire démissionnaire maintenant, qui sont tout à fait contradictoires. C'est-à-dire que le 10 juillet, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a envoyé une circulaire à tous les ministres Et tu as imprimé. pour leur demander de mieux coordonner l'action du gouvernement dans les Outre-mer. Donc on a, comme on dit, ouvrez les guillemets, le réflexe Outre-mer, et notamment il y a de longs passages sur comment avoir le réflexe Outre-mer dans l'élaboration des textes législatifs. Tu as Ça- surligné, je vois là ton J'ai stabilo. tout à fait stabilocé les passages importants. Et donc ces instructions qui arrivent, mieux vaut tard que jamais, après 7 ans de présidence Macron, elles arrivent le 10 juillet quand la dissolution est lancée. Et puis elles sont suivies hier d'un projet de budget du gouvernement démissionnaire qui nous donne les montants, enfin la liste des ministères qui verront leur crédit baisser, puisqu'on cherche non pas 10 milliards, mais 60 milliards selon la direction du Trésor. Et donc, dans ces ministères les plus impactés, on a le ministère des Outre-mer qui devrait voir ses crédits amputés d'au moins 4%, moins 4%. Donc, je trouve ces deux petits événements un peu contradictoires. Voilà, c'était un petit coup de gueule. C'était le petit coup de gueule. On rigole, mais ce n'est pas très drôle, puisque au quotidien, ça nous impacte tous. Aline, coup de cœur, coup de gueule. Mais moi, non, j'ai pas voulu être la râleuse de service. Non, j'ai voulu faire un coup de cœur. Ça rejoint un peu ce que disait Charles et aussi notre invité tout à l'heure, Maggie Nestoret. Moi, c'était le dispositif Ma classe au jeu. On a 1 millier de jeunes d'outre-mer qui sont à Paris là, pour les Jeux paralympiques. Quelque chose qui a été mis en place pour les faire venir ici, pour qu'ils puissent participer et encourager nos athlètes. Et je trouve ça très positif, en fait. Des fois, ça fait juste du bien de se dire qu'il y a des enfants qui n'auraient pas pu vivre ces jeux autrement qu'à la télévision, qui vont les vivre vraiment en étant présents ici. Ils sont, je l'ai dit, 1 millier, et ils vont aussi en profiter pour visiter le Sénat, par exemple, je crois, l'Assemblée nationale, aller au ministère des Outre-mer également. Je trouve que c'est un bel événement auquel on fait participer des gens qui n'auraient pas pu y avoir accès. Et ça participe aussi au dispositif Tous au jeu qui était plus large, avec des centaines de milliers de billets qui ont été distribués. Et voilà, je voulais ce petit coup de cœur pour parler des jeux et boucler Alors, un peu la boucle. on a parlé budget, là maintenant on parle des jeunes, mais c'est coup de cœur, coup de gueule. Wallis, coup de cœur. Ouais, coup de cœur plutôt. Allez, voilà, coup de cœur. un petit peu. On est positif. Du positif, exactement. C'est une bonne nouvelle puisque le 24 septembre aura lieu la finale des Voix des Outre-mer en Polynésie, concours régional, avant le concours final à Paris, comme chaque année. On connaîtra qui représentera la Polynésie donc pour la finale des Outre-mer à Paris. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Heyari Bouzi qui avait remporté le ticket pour la Polynésie. Il avait interprété une scène vraiment incroyable de C'est super. Don Giovanni. Ouais, on incroyable. était présents et Marie-Christine Poinamallé était membre du jury aussi. Et Ah bah d'ailleurs, nous, on est à fond pour le concours, donc on valide ce coup de cœur. Concours qui, en tout cas, il y a, pour la 5e édition, souvenez-vous, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était Axel Saint-Cyr qui avait remporté Tout à fait. l'édition, qui a chanté la Marseillaise pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc voilà, Et c'est la bonne Luan nouvelle. Pommier, donc, qui a Ouais. on va dire, performé à l'occasion des Jeux paralympiques. C'est quand, du coup, cette finale? En Polynésie, c'est le 24 septembre. Voilà, le 24 septembre. Et il y a la donc, finale Île-de-France, jeudi 5 septembre. voilà. C'est qu'on montre, et c'est ce que Wallis disait, tous ces talents, toutes ces pépites qui ont été trouvées, parfois des chanteurs qui n'avaient pas envie forcément de faire du lyrique. Par Fabrice Di Falco, il y a Oui. une émergence de talent qui est impressionnante. Que l'on salue, puisqu'au fil des années, on a vraiment vu cet événement finalement qui s'inscrit dans quelque chose de très professionnel, avec de grands noms, on voit des carrières qui se construisent. Et ça, on est fiers, puisque c'est vrai que les Outre-mer, de manière générale, ces voix-là, on n'a pas l'habitude de les voir à l'opéra. Et là, on est extrêmement heureux et fiers de retrouver tous ces talents grâce justement à ce concours Voix des Outre-mer. Merci beaucoup. Et bien, pour ma part, le coup de cœur se déroulera du mardi 17 au jeudi
19 septembre, c'est Top Reza qui va faire son grand retour et nous serons présents puisque c'est le grand rendez-vous à la Mecque pour les collectivités, départements des Outre-mer du monde, puisqu'il s'agit, on va parler tourisme, et Outre-mer 360 aura un stand à cette occasion. Donc on a hâte de vous y voir, de vous y retrouver. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Merci à tous. Merci. Merci. Merci Charles, merci Nathalie, Aline et Wallis. Je vous dis à très vite avec d'autres invités, peut-être une autre personne. En tout cas, le rendez-vous, lui, il est lancé et il sera désormais tous les mois sur Outre-mer 360. À très vite.